Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 22 juin. Passer son permis plus tôt et conduire dès l'âge de 17 ans, un changement qui devrait voir le jour dès janvier 2024. On vous a demandé votre avis, réaction dans cette édition. Revivez en images et en son la fête de la musique à Metz, une ambiance de folie, de nombreux groupes programmés avec des genres musicaux très diversifiés, déambulation dans un instant. Et avec 15 points d'avance au classement, l'US Thionville-Lusitanos évoluera désormais en National 3. Une cérémonie a été consacrée au club pour sa montée. Pour vendredi, le retour du soleil et d'un temps sec sont au programme avec des températures plus agréables, 13 à 14 le matin et jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Vous avez peut-être déjà aperçu cette petite bête noire qui s'accroche à votre peau et qui peut être porteuse de maladies. Et oui, nous sommes en pleine période d'éthique, précaution, prévention et avancée dans les diagnostics et traitements. On va faire le point avec vous, docteur Elisabeth Beau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue au CHRU de Nancy et coordinatrice au centre de référence des maladies vectorielles attiques dans le Grand Est. On va bien évidemment vous poser tout un tas de questions pour en savoir davantage sur ces insectes. On développe d'abord les titres. Et nous démarrons d'abord sur les rails avec ce grand projet de TGV entre Berlin et Paris. Ce mercredi, le PDG de la SNCF a confirmé aux élus de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Metz que cette nouvelle ligne ne passera pas par Strasbourg, mais bien Sarrebruck. Déception pour l'Alsace, mais satisfaction pour les élus mosellans et sarrois, d'autant plus que les élus de Forbach, commune à 10 km de Sarrebruck, avaient voté une motion en faveur de ce tracé. Alors pourquoi Sarrebruck plus que Strasbourg? Il semble que cette décision ait été motivée par le fait de prolonger la ligne déjà existante entre Paris et Francfort. Si tout va bien, Paris-Berlin devrait être mise en service en 2024. Autre annonce, cette fois-ci à l'échelle nationale, passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans et conduire dès ce même âge, ce sera possible dès janvier 2024. Une mesure souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne, notamment pour faciliter l'accès professionnel aux jeunes en apprentissage, mais aussi proposer une meilleure mobilité pour ceux vivant dans les milieux ruraux. Mais les avis semblent mitigés. Et vous, qu'en pensez-vous ? J'ai pu passer la conduite accompagnée et passer mon permis du coup à 17 ans et j'ai dû attendre mes 18 ans pour pouvoir rouler et ça aurait pu être intéressant de pouvoir rouler directement. Moi je pense que c'est une bonne idée pour le déplacement, surtout pour les lycées, il y en a qui sont vachement loin et même ça rend les jeunes plus autonomes. Je trouve que c'est malheureusement une mauvaise idée parce que déjà il y a déjà un peu trop de voitures sur la route aussi et puis réduire l'âge pour le permis, ça va induire aussi beaucoup plus de voitures, donc beaucoup plus d'accidents. C'est une très bonne chose parce que justement pour les petits jeunes qui sont en apprentissage, ça va leur permettre justement de pouvoir déjà être véhiculés et puis d'éviter de prendre le bus en fonction des horaires qu'ils ont et effectivement de pouvoir démarrer dans la vie active et puis moi je trouve que c'est très très bien, une bonne initiative de l'État. Oui, j'ai entendu l'argument que c'était pour la mobilité, pour pouvoir dans les campagnes aller à leur école et tout, mais je sais pas, je pense que ça va peut-être pas non plus être bénéfique pour les autres qui seront sur la route, quoi. C'est normal. De toute façon, il y a de plus en plus de gamins qui roulent en permis sans voiture parce qu'ils n'ont pas le choix, notamment dans les milieux ruraux, donc je trouve ça plutôt intéressant, ouais. Et ça me paraît aussi dangereux parce que on n'est pas forcément assez préparé. Enfin, je veux dire, là, moi, j'ai 18 ans et je suis sur la route et je vois déjà que même des gens qui ont le permis depuis super longtemps ne roulent pas forcément hyper bien. Et ce jeudi 22 juin marque également la journée nationale du don d'organes et de greffe. À l'occasion de vous rappeler que nous sommes tous donneurs aux yeux de la loi, sauf si nous sommes inscrits sur la liste nationale des refus. Il faut également en parler avec vos proches, car les équipes médicales se heurtent encore à 30% de refus quand la famille est dans le doute. Ce n'est pas sans conséquence donc pour les 27 000 personnes en attente de greffe chaque année en France. Santé toujours avec ces insectes qu'on redoute de voir apparaître sur notre corps après une balade en forêt par exemple. En Moselle et dans le Grand Est, les tiques sont très présentes. Dans le pire des cas, elles peuvent même être porteuses de la maladie de Lyme. On en parle justement avec notre invité du jour.
Docteur Elisabeth Beau, je rappelle que vous êtes infectiologue au CHRU de Nancy et coordinatrice du Centre de référence des maladies vectorielles à tiques dans le Grand Est. Peut-on dire aujourd'hui justement que la région, et plus particulièrement la Moselle, dans cette région, les tiques sont très présentes ? Oui, tout à fait. Les tiques sont très présentes et puis surtout, ça fait partie des régions en France où il y a le plus de maladies de Lyme diagnostiquées. Donc toute la partie Grand Est et puis le Limousin aussi, mais ça nous intéresse moins aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'on parle de prolifération ? Ces dernières années, on en parle beaucoup plus. Alors est-ce que ça veut dire que ça n'existait pas avant ou que ça a augmenté ? Alors c'est certain que l'écologie des tiques, elle est en mutation pour plein de raisons, notamment le réchauffement climatique, ça c'est certain. Auparavant, les piqûres de tiques, on les voyait pas trop en hiver, c'est moins le cas maintenant. Oui, effectivement, il y a sans doute plus de tiques actuellement. Sur notre territoire, est-ce qu'on les retrouve juste, par exemple, en balade en forêt ? Alors c'est 50% des personnes qui se font piquer à l'occasion d'une balade en forêt, et donc le contraire, c'est qu'il y a 50% des gens qui se font piquer à l'occasion d'autre chose qu'une balade en forêt, et donc ça peut être le jardin public, ça peut être le jardin privé. Donc en gros, le moment où on est à risque d'une piqûre de tique, c'est le moment où on va aller dans la nature et où on peut avoir une rencontre avec une tique, pas forcément exclusivement la forêt. Alors ces tiques, on l'a dit, peuvent être porteuses de la maladie de Lyme. En quelques mots, ce seraient quoi les symptômes les plus courants ? Alors le plus courant, c'est vraiment dans 95% des cas, c'est un érythème migrant. Donc c'est une tache rouge qui est centrée par la piqûre de tique et qui va grossir progressivement. C'est une lésion qui est totalement asymptomatique dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire que ça va pas faire mal, ça va pas gratter, va pas y avoir de fièvre, et si on regarde pas à l'endroit où on a été piqué, on ne le saura probablement pas. Donc le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut aller regarder spécifiquement pendant un mois après la piqûre de tique pour voir si on n'a pas une tache rouge qui apparaît. Concrètement, est-ce qu'on sait quantifier aujourd'hui le nombre de personnes qui ont été piquées, et en tout cas celles qui ont développé cette maladie sur notre territoire ? Alors le nombre de personnes piquées, non, parce que tout le monde ne va pas donner aux autorités sanitaires le nombre de piqûres. En revanche, le nombre de personnes qui sont diagnostiquées porteurs d'un érythème migrant, oui, c'est grâce au réseau Sentinelle qu'on a ces chiffres-là, qui sont globalement en augmentation jusqu'en 2020-2021, puis globalement en stagnation depuis. Et puis, pour les formes autres que l'érythème migrant, c'est une surveillance qui se fait grâce aux données d'hospitalisation. Et là, il y a également un plateau globalement qu'on observe. Donc, une augmentation initialement et puis maintenant un plateau. Est-ce qu'il faut dédiaboliser la tique et sa piqûre, puisqu'on en parle de plus en plus, on a l'impression que toutes les personnes qui sont piquées développent cette maladie, alors que ce n'est pas vrai du tout. Tout à fait, c'est totalement faux. Déjà, pour avoir une maladie transmise par une tique, que ce soit la maladie de Lyme ou une autre maladie transmise par les tiques, il faut que la tique nous pique. Donc ça, c'est pas à chaque balade à risque, que la tique soit porteuse d'un agent infectieux et qu'elle ait la capacité de le transmettre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle reste suffisamment longtemps attachée au corps pour transmettre cet agent infectieux. Pour la maladie de Lyme, c'est au moins 24 heures. Pour les autres maladies transmises par les tiques, c'est généralement plus court. Mais en tout cas, il y a un temps avant qui est cette transmission d'agents infectieux. Et puis après, même si la tique est restée longtemps, on peut aussi avoir un système immunitaire compétent et ne pas développer de maladie. Concrètement, pour nos téléspectateurs, quels seraient les gestes de précaution, en tout cas de prévention avant piqûre qu'il faudrait avoir ? Alors quand ils vont avoir une exposition à risque, donc on l'a dit, dans la nature, ça va être de porter des vêtements couvrants, de préférence de couleur claire, pas parce que c'est un répulsif, mais parce que comme ça on verra la tique noire plus facilement, tout à fait, et on pourra l'enlever avant qu'elle ne pique. Éventuellement un chapeau, en particulier pour les enfants qui sont plus petits et qui peuvent se faire piquer plus facilement dans le cuir chevelu. L'utilisation de répulsifs cutanés peut être également utilisée. Et puis après, ce qui va être le plus efficace, c'est une fois qu'on a eu notre exposition à risque, vérifier que sur l'ensemble du corps, qu'on n'a pas de tique. On vérifie le jour de l'exposition à risque et puis le lendemain, parce que parfois la tique, elle est toute petite et le lendemain, elle est plus gorgée de sang, plus facile à repérer et à retirer. Et on la retire avec un tire-tique ou une pince à épiler, par exemple, en tout cas un moyen mécanique. Dès qu'on l'a vu, on n'a pas besoin d'attendre. Et il ne faut pas attendre. Et si jamais on a peur de le faire soi-même, on peut aller en pharmacie par exemple ou... Alors
En fait, c'est pas conseillé parce que l'idée, ça va être de le faire le plus vite possible. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça fait pas mal. Donc, si on a un tire-tique sous la main, on en utilise un et puis la tique est retirée rapidement et facilement. Avec une pince à épiler, c'est facile aussi, on désinfecte. Si on va chez le pharmacien, on va perdre du temps et donc, en théorie, augmenter le risque d'avoir une maladie. Sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir développé ce sujet sur notre plateau et à bientôt. Musique celtique, rock, jazz, musique africaine et même classique. Pour en prendre plein les oreilles, il fallait bien évidemment déambuler dans les rues de Metz ce mercredi soir à l'occasion de la fête de la musique. Un rendez-vous incontournable où groupes programmés et artistes d'un soir se sont donné le la jusqu'à la tombée de la nuit et plus encore. Retour en images. Je veux que chaque Français sorte son instrument, le prenne en main et descende dans la rue pour montrer à ses voisins ce dont il est capable, disait Jacques Land, alors ministre de la Culture, lors de la première fête de la musique. 41 ans après, l'esprit est toujours là. Pour l'ambiance, pour la ville, pour la musique. C'est hyper bien, genre la musique c'est top et c'est cool, il y a du monde. Et on est venu d'Allemagne avec toute ma classe de français et on est venu vivre 3 jours à Metz et on a profité exprès de cette soirée pour la musique. Les rues de Metz sont vibrées au rythme des percussions africaines, une diversité musicale qui a plu. Parce que c'est un grand moment de partage, voilà, c'est pour nous l'occasion bien sûr de présenter la danse, la musique africaine et plus particulièrement guinéenne, mais c'est surtout voilà, un esprit de partage, de joie, de solidarité, de partage de culture, d'aller vers les autres aussi. Des genres musicaux passe-partout, culturels, voire contemporains. En passant par du bon rock, un peu plus tôt, éloigné de l'hypercentre, c'est un air de classique que l'on a pu apprécier. Une chorale, a cappella, au cœur de la cour d'appel de Metz, dans le cadre du 50e anniversaire de son rétablissement. L'occasion de s'emparer du lieu dans un autre contexte. Je dirais ouverture et puis permettre aux Messins ou aux Mosellans de découvrir ce palais de justice, pas par un mauvais côté, mais par un bon côté, au côté musical. Moi j'ai trouvé ça absolument très harmonieux, très souriant, très léger. D'avoir des gens qui sourient en face de soi, c'est agréable. Impossible de ne pas trouver musique à son oreille au détour d'une rue ou d'un café. Pour l'occasion, une quinzaine de groupes ont été programmés sur 5 places emblématiques de la ville de Metz. En fin de soirée, quelques gouttes se sont jointes à la fête, ce qui n'a pas empêché les milliers de Mosellans de festoyer, danser, célébrer le jour le plus long de l'année, mais surtout la nuit la plus courte. Et c'est aussi la période des festivals. Il en est question justement dans la chronique du jour. Bonsoir Alicia. Bonsoir Aurélie. On va commencer avec ce festival Constellation dont le coup d'envoi, on l'a déjà dit sur ce plateau, est donné ce soir. Oui, vous le savez, c'est le festival incontournable de l'été à Metz, un festival des Lumières avec le parcours bien sûr Pierre Numérique qui va nous permettre de découvrir une douzaine de créations numériques étincelantes en phase avec la nature. Un parcours avec bien sûr en point d'orgue le traditionnel mapping, il y en aura même 2 pour le prix d'un. Et je parlais de nature, eh bien la nature et la ville de Metz, vous pourrez également la découvrir à travers 2 autres parcours. Un parcours street art qui dévoile des œuvres d'envergure qui vont vous laisser baba. Là, on découvre les Monkey Bird. Et puis un parcours art et jardin qui vous permettra de flâner tout en découvrant une exposition de photos, par exemple, le long des remparts et bien d'autres installations disséminées dans toute la ville. On pourra découvrir plus en détail ces œuvres et leurs créateurs. Alicia, donc, vous nous donnez rendez-vous mercredi 28 juin pour une boîte à malice entièrement dédiée au parcours nocturne et le mercredi 5 juillet pour une boîte à malice spéciale parcours
parcours d'urne, le festival Constellation dont on peut profiter jusqu'au 2 septembre. Ce sera alors la rentrée, et qui dit rentrée, celle aussi du cinéma. Et voilà, avec le festival du film arabe de Famek qui aura lieu du 5 au 15 octobre. Et si je vous en parle aussitôt, eh bien, c'est qu'en fait, l'affiche a été dévoilée. Une affiche qui est à la fois poétique et inspirante pour un festival dont la 34e édition mettra à l'honneur le Maroc, un pays qui compte bien sûr de nombreux artistes, réalisateurs et réalisatrices de talent. 4 d'entre eux, d'ailleurs, ont été primés à l'occasion du Festival de Cannes cette année. À noter que le festival proposera également différents focus avec une soirée syrienne, une soirée cinéma et musique, une soirée cinéma et sport également. Rendez-vous le 12 septembre pour connaître l'ensemble de la programmation. Et donc un mot enfin sur les 34e rencontres musicales de Homburo qui se poursuivent. Alors il y a un petit événement encore juste avant, mais on va enchaîner avec Homburo. J'ai voulu aller trop vite. On peut commencer avec Homburo, on peut poursuivre avec Homburo. C'est effectivement un très beau concert qui va nous attendre, le concert de l'orchestre symphonique Sarre-Lorraine qui propose un programme autour de 2 compositeurs emblématiques, Mendelssohn mais également Théodore Gouvi. Avec Mendelssohn, eh bien, vous allez pouvoir écouter l'ouverture du conte de la Belle Mélusine, mais également le concerto pour violon et orchestre en mi mineur, opus 64. Et puis pour Théodore Gouvi, vous apprécierez la fantaisie pastorale pour violon et orchestre en fa majeur, ainsi que la symphonie brève, opus 58. Le tout sous la baguette du chef Gott Hartmann. Réservez vos places pour ce grand concert qui aura lieu le 2 juillet à 16h à la collégiale Saint-Étienne de Homburo. On retourne un petit peu en arrière alors, si ça vous dérange pas, avec toujours une page musicale, avec un festival à la programmation réjouissante et écolo sur la remorque du Pat à Mézeroy. Voilà, le festival qui revient après 2 années d'absence, un éco-festival pluriculturel qui sera donc sur scène. Bon, le festival ne sera pas sur scène, mais en tout cas les artistes y seront les 23 et 24 juin. 2 scènes seront montées à cette occasion en plein cœur du village afin d'accueillir une quinzaine de groupes. Parmi eux, The Yokel, Radio Bistro, Black Lily, Luiselli ou encore Aurélia, finaliste de la France à un incroyable talent cette année. Mais pour l'heure, moi je vous propose de vous déhancher sur votre canapé en écoutant les Flying Orchestra. Voilà, le Flying Orchestra sera présent sur la scène du festival L'Armorque du Pat vendredi 23 juin à minuit. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un festival festif, convivial, familial. Vous pourrez également, vous resterez sur place avec des plats écolos. Tout est réalisé à partir de circuits courts. Vous pourrez également découvrir l'exposition de Castel Commodo by Julien Berzy dans une roulotte pendant 2 jours. Et puis le samedi, un grand bazar bizarre ouvrira ses portes avec une vingtaine d'exposants. Il s'agit d'un grand marché de l'art. Donc l'occasion aussi de faire son shopping sous le soleil. C'est gratuit, ça se passe les 23 et 24 juin à Mézeroy. Merci beaucoup pour cette sélection culturelle à nouveau et à la semaine prochaine. On va passer au sport avec du foot maintenant. Au terme d'une saison plus qu'aboutie, l'US Thionville-Lusitanos a validé son accession en National 3 en terminant champion de son groupe de Régional 1 Grand Est. L'occasion de fêter la montée à l'échelon supérieur en compagnie du maire de Thionville, Pierre Cuny, très proche du club de sa ville. Reportage. 13 ans après sa descente en division d'honneur, l'US Thionville-Lusitanos est de retour sur le devant de la scène du football mosellan. Promu en Régional 1 Grand Est cette année, le club s'est offert le titre de champion de France du groupe B, lui permettant de valider une 2e montée consécutive direction la Nationale 3. Un changement de statut qui fait bien évidemment le bonheur des joueurs. Même si les moyens ont été mis, il y avait des joueurs de qualité, il ne faut pas banaliser ce qu'on a fait, parce que faire ce qu'on a fait, c'est bien. C'est une bonne chose et c'est comme dans la vie, il n'y a jamais rien de facile, que ce soit professionnel ou autre. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait jusqu'au bout, on n'a pas lâché et donc voilà, on est où on voulait être. Ce résultat est le fruit d'un travail de longue date entre le club et la ville de Thionville. C'est dans ce contexte que la ville a accueilli les différents acteurs afin de les féliciter et de préparer la saison prochaine. Comme vous l'avez dit, ils ont fait une magnifique saison, ils ont fait rayonner Thionville et c'était important, oui, pour les remercier, pour simplement leur dire merci et de se rassembler dans un moment de convivialité. De son côté, le président du club Savour, récompensé pour son travail par la ville de Thionville, François Ventrici garde la tête sur les épaules concernant son club. Alors absolument, il ne faut surtout pas brûler les étapes, mais il faut aussi savoir profiter d'une certaine dynamique. Et avec un recrutement intelligent, avec quelques joueurs qui viendront apporter leur expérience du niveau d'au-dessus, je pense qu'on peut espérer effectivement jouer le haut de tableau. L'US Thionville-Lusitanos nourrit de réelles ambitions et veut devenir une nouvelle référence du ballon rond en Moselle.
mais également à l'échelle nationale. Mais avant de penser à la saison 2023-2024, place à la célébration, puis aux vacances. Et puis à Bitche, en Moselle-Est, un youtubeur spécialisé dans le motocross a organisé un rassemblement de passionnés de ce sport à deux roues. Natif de Saint-Avold et habitant du pays de Sarrebourg, Gaëtan Piche porte plusieurs casquettes. Il était étudiant, youtubeur et organisateur de l'événement. Il programmait donc pour la deuxième fois MRCamp, un événement unique au circuit de motocross de Bitche, portrait par nos confrères de Mosaïque Cristal. Voici MR Motocross, ou plutôt Gaëtan Piche. À tout juste 21 ans, il est étudiant en master de gestion de patrimoine. Jusque-là, pas grand-chose à voir avec la motocross, sa grande passion. Celle-ci a débuté chez lui à son 5e anniversaire, son intérêt pour les deux roues tout-terrain lui ayant été transmis par son père. Depuis, il n'a jamais lâché le guidon et a enchaîné les compétitions jusqu'à avoir l'idée de filmer ses exploits pour les mettre sur YouTube. Moi j'ai toujours porté une GoPro sur mes casques de moto, j'ai toujours bien aimé de filmer mes entraînements et tout pour après moi personnellement re-regarder comment je roulais. Et à côté de ça, j'adorais les vidéos, j'adorais consommer des vidéos YouTube d'autres pilotes dans toute la France quoi. Et à un moment donné je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas prendre ces vidéos où je me filme moi et les publier sur YouTube. Et c'est là que est né, j'ai réfléchi le nom d'une chaîne YouTube. Je me suis dit Monsieur Motocross, pourquoi pas, j'ai vu qu'il n'y a personne qui s'appelait comme ça, donc je me suis dit c'est bon, le nom il est dispo. Sa chaîne YouTube cumule un peu plus de 10 000 abonnés et près de 900 000 vues au total. Un succès qui s'explique par sa passion sur le sujet, mais aussi par un travail autant qualitatif que ponctuel. Moi j'ai la chance, j'ai ma copine qui est avec moi, qui me suit partout, ce qui me permet de me filmer de l'extérieur. Donc comment que ça se passe, moi je roule uniquement les week-ends, comme la semaine j'ai les études donc je peux rien faire la semaine. Donc je filme les week-ends, je fais le montage les lundis, mardis et les mercredis il y a la vidéo qui sort parce que du coup sur ma chaîne YouTube j'ai une vidéo qui sort tous les mercredis à 12h30. Donc ça c'est un rythme que j'ai depuis toujours pour créer une certaine habitude aux gens qui me suivent. En plus d'être un youtubeur, Gaëtan est aussi organisateur d'événements. C'est la deuxième année consécutive qu'il organise MRCamp pour réunir sa communauté autour de leur passion commune. En fin de compte, il y a beaucoup de pilotes qui me regardent derrière la caméra, mais moi je les vois jamais en vrai. Et donc j'ai eu vraiment envie de aller rencontrer ma communauté, voir qui me suit et en même temps un peu leur rendre l'appareil parce qu'eux ils me suivent, ils sont présents tous les week-ends, ils sont à m'envoyer des messages et tout. Donc j'avais envie de créer un beau truc pour tous les réunir, leur faire kiffer vraiment tous ensemble. Pourquoi même que entre eux ils apprennent à se connaître, c'est pour qu'après créer des amitiés, créer vraiment au centre de la passion de la moto. Cette année on est à la 2e édition, donc on attend un peu plus de 130 pilotes par jour, donc franchement c'est top. Si vous aussi vous partagez le goût du motocross, que vous souhaitez avoir des bons conseils en tout genre et que vous espérez pourquoi pas rencontrer Gaëtan sur son prochain événement, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube MR Motocross. Et pour terminer cette édition, voici le chiffre du jour, 80 000 €. C'est le montant de l'amende que devra payer le FC Metz sur la décision de la Ligue de football professionnel après les débordements lors de la 38e journée de Ligue 2 contre Bastia. Rappelez-vous, la pelouse du stade Saint-Symphorien avait été foulée par des milliers de supporters à la fin de la rencontre et des fumigènes normalement interdits avaient été allumés. En plus de l'amende financière, la zone réservée à la horde frénétique de la tribune Est-Basse sera fermée pour un match avec sursis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien louper de l'actualité en Moselle, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et si vous avez raté le dernier numéro de Mon Graouli à moi avec mon invité Jean-Pierre Jagère, alors installez-vous confortablement car l'émission vous est proposée juste après une météo plus complète, mais également une page de publicité. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.